Et voici la vidéo règle de Yedo, un jeu de programmation et de négociation pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu de Thomas van de Ginst et Wolf Planck, édité par Yellow. Au niveau matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu qui représente la ville de Yedo en 1605. Effectivement, Yedo est l'ancien nom de la Tokyo actuelle. Ensuite, vous allez trouver 3 paquets de cartes de couleurs différentes. Il y a le paquet jaune qui correspond aux cartes action, les cartes violettes qui correspondent aux cartes bonus et les cartes bleues qui correspondent aux cartes événements. Vous allez bien mélanger chacun des paquets et les disposer sur le plateau de jeu aux endroits indiqués. Alors, petite précision, dans chacun de ces paquets, il y a des cartes qui ont un petit texte marqué samouraï en haut à droite ou pas de samouraï. Si vous voulez faire une partie simple, les premières parties c'est peut-être conseillé de le faire, vous pouvez retirer de chacun des paquets toutes les cartes avec marqué samouraï pour pouvoir jouer en mode simple. Si vous voulez jouer en mode complexe, vous mettrez aussi les cartes samouraï qui seront mélangées parmi les autres. Ensuite, vous allez trouver 4 autres paquets de cartes. Alors, ce sont des grandes cartes missions qui sont réparties en 4 couleurs différentes. Vous allez les disposer sur le plateau de jeu, sur les endroits appropriés, en sachant que les missions vont être de la plus simple en vert à la plus complexe en noir. Vous trouverez ensuite des petites tuiles armes comme ceci, et qui présentent donc différents types d'armes dont vous aurez besoin pour vos missions. Vous allez bien les mélanger et les disposer en tas sur le plateau de jeu à cet endroit-là. Vous allez ensuite prendre les 2 premières armes de ce paquet, tirer au hasard, et les disposer sur les 2 premières cases du marché aux armes. Vous avez ensuite 5 jetons de bénédiction, vous allez en prendre un par joueur, donc si vous jouez à 5, vous prenez la totalité, par exemple si vous jouez à 3, vous n'en prenez que 3, et on va les disposer sur l'emplacement du temple aux endroits appropriés. Par exemple, pour une partie à 4 joueurs comme ceci, le pion restant sera remplacé dans la boîte, en fait on s'en servira pas pour cette partie. Vous avez ensuite une réserve de pièces de monnaie appelée Mon. Vous allez les disposer à côté du plateau de jeu dans une réserve qui sera la banque, et ensuite vous allez prendre 3 mônes que vous allez placer sur l'église qui se trouve ici dessinée sur le plateau de jeu. Nous avons ensuite un ensemble de 4 tuiles annexes de différentes sortes. Nous avons des yashiki, des endroits pour prendre le thé. Nous avons des kare-sansui, qui sont des jardins à la japonaise. Nous avons des dojos, bien sûr pour s'entraîner aux arts martiaux, et des kobudo-ryu, qui sont aussi des salles d'entraînement, mais pour les armes. Alors attention, si vous jouez à 5 joueurs, vous utiliserez la totalité de ces tuiles. Par contre, si vous jouez à 4 joueurs, vous retirerez une tuile de chaque, que vous remplacerez dans la réserve. Si vous jouez à 3 joueurs, vous retirez une tuile supplémentaire pour jouer avec seulement 2 tuiles par couleur. À 2 joueurs, c'est la même chose, il faudra aussi 2 tuiles par couleur. Ces annexes ainsi sélectionnées sont placées sur le plateau de jeu à l'endroit indiqué, et ensuite nous allons nous occuper des tuiles geisha. Alors il y en a 7, si vous jouez à 5 joueurs vous utiliserez la totalité de ces geisha. À 4 joueurs il ne faudra en prendre que 6, il ne faudra en prendre que 5 à 3 joueurs, et 3 seulement à 2 joueurs. Les geishas ainsi sélectionnés vont être disposés sur l'emplacement du plateau de jeu correspondant, à raison d'une geisha par tuile, un peu comme les jetons de bénédiction. Ensuite, nous avons un petit marqueur gris qui sera disposé sur la première case ici du compteur de tours. Nous avons ensuite 2 pions patrouille, ainsi qu'un jeton spécial comme ceci qui va servir en début de partie à déterminer si on place la patrouille rouge ou la patrouille bleue sur le jeu. On le prend, donc on le lance comme on lance à pile ou face, c'est tombé sur rouge, donc c'est la patrouille rouge qui va être placée sur le jeu, sur le quartier des portes. Quelle que soit la patrouille tirée, elle commencera toujours sur cette case-là. Ensuite, on peut remettre ce jeton dans la boîte, il ne sert vraiment que à ça en début de partie. L'autre patrouille est laissée à côté du plateau de jeu, car la patrouille pourra changer de couleur au fur et à mesure de la partie. Et ensuite, nous avons un jeton comme ceci qui servira à fermer certains quartiers au fur et à mesure du jeu. Pour le moment, il est laissé à côté du jeu. Ensuite, nous avons quelques petits jetons d'emplacement bloqués. Si vous jouez à 5 joueurs, la totalité des cases dessinées sur le plateau de jeu carré comme ceci seront disponibles.
Par contre, si vous êtes moins de 5 joueurs, il y aura certains de ces endroits qui seront bloqués en fait par des endroits que vous allez marquer avec ces petits jetons et sur lesquels on ne pourra pas jouer. Alors référez-vous à la règle du jeu pour savoir quelles sont les cases qu'il faudra bloquer en fonction du nombre de joueurs. Il y a ensuite 5 plateaux individuels qui correspondent à une couleur de pion. Chaque joueur va pouvoir choisir son clan. Effectivement, il y a le clan rouge Ozokawa, le clan Sanada, le clan Maeda, le clan Toyotomi et le clan Nabeshima. Chacun reçoit ensuite des pions en bois à sa couleur. Ceux-ci sont des pions disciples. Chaque joueur va prendre 2 de ses disciples qu'il va placer sur son clan, et les 2 autres vont être disposés sur le quartier des disciples qui se trouve ici. On détermine ensuite un premier joueur de la manière que l'on veut. Ce joueur va prendre 2 de ses marqueurs, qu'il va placer sur la case 1 de ces 2 colonnes. La première colonne correspond à l'ordre du tour, la deuxième colonne correspond au tableau des enchères. Donc ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de ce joueur, donc là par exemple on a choisi bleu, et bien dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun va pouvoir compléter en se plaçant sur le chiffre en dessous. Donc là le rouge, ensuite le vert, et enfin le jaune, puisque je vous fais un exemple de partie à 4 joueurs. Le troisième marqueur de chaque joueur sera disposé sur la case 1 du prestige, celle qui est marquée ici en rouge. Quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes en 1605 au Japon et Tokugawa succède à son père en devenant le nouveau shogun. Vous êtes tous en fait à la tête d'un clan qui va tenter d'avoir le plus de prestige possible auprès de ce nouveau shogun, peut-être en l'aidant pour réaliser la guerre, peut-être en l'influençant discrètement dans les alcôves des maisons de thé, ou peut-être en essayant de faire des missions d'espionnage en fait pour récupérer le plus de richesses possible. Donc il y a plein de manières différentes d'arriver à ces fins. Pour l'emporter, les joueurs vont devoir réaliser les missions qui se trouvent ici, classées de la verte les plus simples jusqu'au rouge et noir les plus complexes. Dans ces missions, et pour pouvoir les réaliser, il va leur falloir se rendre à certains endroits spécifiques du plateau de jeu, représentés par les icônes qui représentent les endroits du plateau de jeu, et il leur faudra avoir en fait les ressources demandées par la carte pour pouvoir réaliser les missions et ainsi gagner de l'argent et surtout du prestige qui fera gagner la partie au joueur qui en aura le plus à la fin. Alors, avant de commencer la partie proprement dite, les joueurs vont justement avoir 4 missions avant de commencer la partie. Mais on va piocher ces missions au tour par tour, en commençant par le dernier joueur. Donc là, par exemple, nous avons déterminé que ce serait le joueur bleu le premier joueur, et qu'ensuite on jouera dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est donc le joueur rouge qui est le dernier joueur, ça va être le premier à choisir la mission de son choix, une verte simple, une jaune, une rouge ou une grise. À ce moment-là, il choisit celle qu'il veut. Il va bien sûr la consulter secrètement pendant qu'on passe au joueur suivant, le joueur vert, qui va lui aussi choisir une mission. Et ainsi de suite, on va faire plusieurs tours de jeu jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré 4 missions. Mais attention, dans ces 4 missions, tout le monde devra avoir au moins une mission rouge ou une mission noire. On ne peut pas prendre que des cartes vertes et jaunes avant de débuter. Chacun reçoit ensuite 12 mônes de la banque qu'il va pouvoir disposer sur son plateau de jeu. Et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du premier joueur, chacun va récupérer des cartes actions, enfin une carte action. Alors si vous faites une première partie, vous pouvez décider de piocher les cartes actions une par une au hasard. Donc le premier joueur pioche la première carte et la place devant lui face cachée, ce sont les cartes comme ceci, les cartes orange, et ensuite on fait la même chose pour que chacun ait récupéré une carte au hasard. Si vous avez déjà fait une première partie ou que vous n'avez pas peur de vous coltiner un jeu assez complexe, vous pouvez décider de faire cette phase en piochant 3 cartes sur le dessus du paquet action, consulter ces cartes et choisir celle que vous voulez récupérer avant de disposer les 2 restantes sous le paquet de pioche des cartes action. Enfin, les joueurs avant de débuter vont recevoir une faveur du shogun qui est représentée par ces cartes dont je ne vous ai pas encore parlé
jusqu'à présent. On place donc ces cartes comme ceci face visible sur le jeu, et en commençant par le premier joueur et dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun va choisir le bonus qu'il souhaite en début de partie. C'est assez simple, c'est marqué dessus. Si je récupère celle-ci, une carte bonus violette plus 3 mons. Ensuite, pareil pour ça, mais avec une arme que je piocherai sur le dessus du paquet armes. 7 mon pour le joueur qui choisit celle-ci. Un jeton bénédiction récupéré au temple pour le joueur qui choisit celle-ci. Et enfin, celle-ci, une carte action plus 3 mon. Quand un joueur sélectionne donc une carte, eh bien, il récupère immédiatement le bonus, et ensuite il va placer cette carte comme ceci à côté de son jeu. C'est une carte chantage, c'est la même carte pour tous les joueurs qui permettra de sauver ses disciples d'une arrestation, et qu'on pourra garder si on le souhaite jusqu'à la fin de la partie pour recevoir 2 points de prestige supplémentaires si vous ne l'avez pas utilisé en cours de partie. Donc chacun a une carte chantage devant lui après cette phase de récupération. Si vous jouez à moins de 5 joueurs, il y aura des cartes qui ne seront pas attribuées, elles seront replacées dans la boîte. Alors parlons un peu du plateau individuel de clan des joueurs. Ils vont pouvoir y disposer leur argent et leurs disciples. Sur la gauche, ils pourront disposer les cartes qu'ils ont reçues de missions en début de partie. Ce sont les missions en cours. Alors bien sûr, les joueurs pourront les garder dans les mains, mais quand ils les posent sur la table, il faudra bien qu'ils les posent à gauche. Car à droite, ça va être l'emplacement pour les missions réussies. Lorsqu'on aura réussi une mission, on pourra disposer ces cartes missions face cachée aussi à cet endroit-là. Donc attention à ne pas confondre les deux endroits. Ensuite, on peut récupérer ici un jeton de bénédiction. Les joueurs ne pourront pas en avoir plus d'un. Il y a 3 emplacements pour recevoir des geishas. Si les joueurs en reçoivent, ils les placeront sur ces cases-là. En dessous, nous avons un emplacement pour les cartes bonus. Il y a marqué que c'est un max de 2, donc on ne pourra avoir que 2 cartes bonus à tout moment à cet endroit-là. Pareil pour les cartes missions, j'ai oublié de dire qu'elles seront au maximum de 4. Donc là, le joueur a déjà son maximum en début de partie. Les cartes actions sont disposées ici, face cachée, on ne peut en avoir que 3 au maximum. Et enfin, les armes vont être placées à cet endroit-là, mais par contre, les armes seront toujours placées face visible, de façon à ce que les autres joueurs voient les armes que l'on récupère au fur et à mesure du jeu. On ne peut en avoir que 4 aussi dans cette réserve. Enfin, sur son plateau, il y a des emplacements pour construire des extensions. Si les joueurs acquièrent et construisent des extensions, ils pourront les disposer comme ceci sur leur plateau individuel. Alors, pour le déroulement, eh bien, le joueur va se jouer en différents tours de jeu qui sont marqués sur le plateau de jeu à cet endroit-là. En fait, on fera progresser le pion gris de phase en phase, enfin de manche en manche, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière manche, à moins que le jeu ne se termine prématurément, nous verrons comment. Lors de chacun de ces tours de jeu, on va effectuer 7 phases différentes. Alors ça paraît un peu beaucoup comme ça, mais en fait dans les faits, vous verrez, ça va assez vite. Il y a une phase de préparation, une phase d'enchère, une phase d'événement, une phase de programmation, une phase de patrouille, une phase de commerce et enfin une phase d'action. On est donc prêt à commencer le premier tour de jeu. Exceptionnellement pour ce premier tour de jeu, il n'y a pas de première phase. La phase de préparation, en fait, on l'a déjà faite avant de commencer le jeu. Donc on va pouvoir tout de suite passer à la phase d'enchère, de façon à acquérir de nouveaux bonus. La phase d'enchère va se jouer avec cet endroit-là. On commence donc par le joueur qui est le plus haut placé, c'est le joueur bleu qui va débuter la phase d'enchère en choisissant un emplacement qu'il souhaite, sur lequel il souhaite enchérir. Un joueur pourrait décider par exemple de récupérer une nouvelle carte d'action. Les cartes d'action, si on remporte l'enchère, nous permettront de piocher 3 cartes sur le dessus du paquet enchère d'action, de récupérer la carte qui nous intéresse et de replacer les 2 autres sous le paquet. Par contre, il faut un minimum de 3 mon pour pouvoir réaliser cette action. Ensuite, nous avons la possibilité de récupérer des cartes bonus. Les cartes bonus, eh bien, ça fonctionne de la même façon. On en pioche 3, on en choisit une, les 2 autres, on les replace dessous, ça coûte aussi 3, minimum. Ensuite, nous avons la possibilité d'acquérir des armes. De la même façon, on pioche les 3 premières armes, on regarde, on sélectionne celles que l'on veut garder, les 2 autres sont replacées en dessous, ça coûte aussi 3, et tout ceci correspond aux actions blanches.
Ensuite, pour ces deux cases, nous avons la possibilité de construire en fait une extension. En plaçant un pion, ça va coûter 5 minimum à l'enchère. Et si on choisit cette action, on récupère donc l'extension de son choix. Et en plus, on va marquer 2 points de prestige sur le pourtour du plateau de jeu. Si vous choisissez cette action-là, vous allez récupérer une geisha que vous allez placer sur votre maison, et vous récupérez aussi 2 points de prestige supplémentaires. Ce sont les actions noires. Enfin, vous aurez aussi la possibilité de vous placer là pour 3 minimum et recevoir tout simplement un nouveau disciple que vous redisposerez sur votre plateau de jeu individuel et qui vous permettra de réaliser une action de plus lors de la phase des actions. Ensuite, nous avons la possibilité de jouer ici pour récupérer tout simplement une mission de la couleur de son choix, selon le même principe que pour les autres cartes. Piochez les 3 premières cartes, alors forcément de la même couleur. D'abord, vous choisissez votre couleur, vous récupérez les 3 cartes du dessus, vous choisissez la mission qui vous intéresse, et les autres sont défaussées en dessous. Le joueur donc actuellement le plus haut sur la piste des enchères, donc là c'est notre joueur bleu, va devoir choisir sur quelle action il a envie de lancer des enchères. Donc par exemple, il pourrait se dire, bon allez, moi j'ai envie d'avoir un disciple supplémentaire, et je décide qu'on va miser pour ici. Pour pouvoir faire cette mise, il est obligé de la lancer avec le minimum requis. Nous avons vu que pour récupérer un disciple, par exemple, c'est 3. Il est donc obligé de lancer une enchère à 3. Attention, si en cours de jeu il n'a pas assez d'argent pour lancer l'enchère, donc s'il n'avait pas 3 monstres, eh bien il ne pourrait pas lancer cette enchère. Vu que toutes les enchères ont un coût minimum de départ, eh bien s'il avait moins de 3, eh bien il ne pourrait pas participer du tout à la phase d'enchère, et donc avant même que la phase d'enchère ne commence, il pourrait décider de se retirer de l'enchère, et si on se retire de l'enchère avant même de commencer, on va se placer sur la petite case à gauche de la piste d'enchères pour gagner 3 monts de la banque. Mais pour le moment, tout le monde a de l'argent, donc le joueur bleu a lancé l'enchère à 3. Alors attention, le joueur qui lance l'enchère ne peut pas augmenter. Il est obligé de proposer ce qui est marqué, c'est-à-dire 3. Il ne peut pas dire plus. Ensuite, on passe au tour du joueur suivant qui peut monter, par contre, comme il veut. Donc par exemple, le joueur jaune pourrait dire, bah, allez, moi je monte à 5 pour réaliser cette action à votre place. On passerait donc ensuite au tour du joueur vert qui pourrait dire moi je laisse tomber, au tour du joueur rouge qui pourrait dire moi je laisse tomber, et on repasse une dernière fois, car effectivement chacun ne peut enchérir qu'une seule fois, au premier joueur qui avait lancé l'enchère, donc le joueur bleu. Là, il décide est-ce qu'il monte plus que le joueur qui a proposé le plus, donc là 5, il est obligé de proposer 6 pour vraiment réaliser l'action, ou est-ce qu'il préfère laisser tomber. Imaginons qu'il laisse tomber, en fait, c'est donc le joueur jaune qui emporte la mise, avec 5. Il va être obligé donc de donner 5 à la banque, et il va pouvoir immédiatement réaliser l'action en récupérant en fait le pion de sa couleur. Donc c'est le joueur jaune, et il va prendre son pion qui est placé sur les enchères ici, sur l'endroit où l'action a été réalisée. Car effectivement, on ne pourra pas faire 2 fois la même action, donc là ça va bloquer en fait l'endroit. On ne pourra plus lancer d'enchères sur cet emplacement pour récupérer un personnage. On est donc parti pour une deuxième enchère, mais le joueur jaune, bien sûr, est exclu puisqu'il a déjà réalisé son action pour le tour. On regarde qui est le plus haut sur la piste des enchères, c'est toujours le joueur bleu, puisqu'il n'a pas remporté d'enchère, c'est donc encore à lui de relancer une nouvelle enchère. Il pourrait par exemple décider de le relancer sur les armes, en disant « Allez, je propose 3 pour les armes ». Et c'est reparti avec un tour de table, finissant par lui. Il peut acquérir le truc une dernière fois, plus personne ne pourra monter devant lui. Il placera son pion, et ainsi de suite. Alors, attention, si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs, le format des enchères change un petit peu, car effectivement, nous avons vu qu'il y a des couleurs. Ces couleurs n'ont aucune importance lorsqu'on joue à partir de 4 joueurs. Par contre, à 2 et à 3 joueurs, si quelqu'un a déjà remporté une enchère de couleur, donc là, par exemple, le joueur jaune a remporté l'enchère rouge, eh bien, plus personne ne pourra choisir de rouge. Donc on ne pourra pas se placer à cet endroit-là, il faudra se placer sur une des 2 autres couleurs, et le dernier joueur sera obligé de choisir une action de la dernière couleur qui n'a pas été choisie, si on joue à 3. Alors, évidemment, pour le dernier joueur encore en lice, eh bien celui-ci va pouvoir choisir l'action qu'il veut et payer le minimum requis, en fait.
Quand vient son tour d'enchérir ou de choisir une catégorie, un joueur peut aussi décider de se retirer, donc de replacer son pion sur la zone avec le petit 3 de marqué pour montrer qu'il ne fera pas d'enchère, mais par contre s'il le fait en cours d'enchère comme ceci, il ne recevra aucun mon de la banque. Effectivement, c'est avant même de commencer l'enchère qu'il faudrait décider de partir pour recevoir les 3 mon de bonus. Alors, précision, nous avons vu que les joueurs peuvent recevoir des armes, des cartes actions, des cartes bonus et des missions lors de cette phase d'enchère, et qu'il y a une limite. Si jamais on dépasse cette limite, donc là par exemple si le joueur a déjà 4 missions et qu'il en pioche une autre, il va être obligé de n'en garder que 4, et donc il pourra redéfausser une des missions pour la replacer sous la pile de missions correspondantes. Et ça marche de la même façon pour les cartes bonus, pour les cartes actions et pour les armes. On peut ensuite passer à la phase 2, qui est la phase des événements. Alors, avant les événements proprement dit, on va d'abord réapprovisionner le marché. Pour réapprovisionner le marché, eh bien, pour ce premier tour, on va tout simplement compléter les 3 cases restantes avec 3 cases tirées au hasard, en les complétant dans cet ordre-là par de nouvelles armes, de façon à ce qu'il y en ait 5 de disponibles. Ensuite, on va tirer une carte événement sur le dessus du paquet événement et on va la lire, elle va s'appliquer à tout le monde. Donc là, par exemple, concurrence loyale, le joueur ayant le moins de points de prestige gagne immédiatement un bonus de 2 points de prestige. Le deuxième joueur ayant le moins de points de prestige gagne un point de prestige. Si plusieurs joueurs sont à égalité pour ces positions, ils gagnent tous les bonus correspondants. Donc là, nous sommes en début de partie, tout le monde est au même nombre de points de prestige, et bien tout le monde va pouvoir avancer de 2 sur le pourtour du plateau de jeu, et on défausse cette carte dans la défausse des cartes événements. Alors attention, nous avons vu qu'en mode complexe, on a placé des cartes samouraï dans le paquet des cartes d'événements. Eh bien, ça va rajouter des événements qui sont très très désagréables pour tous les joueurs. Donc là, par exemple, tout le monde perd la moitié de ses mônes à cause du tsunami, arrondi à l'inférieur, et on peut se protéger un peu par une bénédiction. Pareil pour le tremblement de terre, chaque joueur perd une annexe et un disciple. Si on perd un disciple, on le replacera dans la réserve des disciples sur le plateau de jeu. Pareil, on peut se protéger avec des jetons de bénédiction. Donc si vous jouez avec des cartes samouraï, vous avez quand même intérêt à récupérer un jeton de bénédiction pour éviter de vous prendre de plein fouet certains événements très désagréables. Mais reprenons notre tour de jeu. Donc on a fait la phase d'événement et là tout le monde a gagné 2 points sur le pourtour du plateau de jeu sur la piste de prestige. Maintenant on peut entamer la phase 4 qui est la phase de programmation sur laquelle les joueurs vont pouvoir placer leurs disciples sur les petites cases des différents quartiers dans la prévision des actions qu'ils pourront réaliser ensuite. Mais avant de sélectionner les cases, il est intéressant de savoir où se rendre pour pouvoir réaliser des missions. Effectivement, chacune des missions va indiquer ici, en standard, qu'est-ce qu'il va falloir fournir au jeu pour pouvoir recevoir la récompense qui est marquée sur le bandeau vert. Par exemple, pour cette mission-là, essayer de découvrir quelles armes sont les plus appréciées sur le marché, le joueur devra avoir placé un personnage sur l'endroit du marché, ça correspond à la case avec le même dessin ici, et là il n'y a pas d'autres conditions demandées, donc s'il arrive à placer un personnage là-bas, il pourra recevoir 5 mon de la banque. Ensuite, il y a parfois une présentation bonus avec des conditions supplémentaires pour gagner, en plus du premier bonus, des bonus supplémentaires. Donc là, si ce joueur parvient à placer une personne au marché et a en plus réussi à construire ceci, c'est-à-dire un Koburyu, eh bien il va gagner un point de prestige, une carte d'action et 3 pièces supplémentaires. Donc vous voyez qu'en fait les missions, il va falloir essayer de programmer un peu à l'avance. Peut-être que dans le même tour de jeu, je pourrais envoyer un de mes personnages construire cet emplacement-là, et ensuite placer un deuxième personnage sur le marché pour pouvoir réaliser la mission. Donc vous voyez qu'il va y avoir un certain ordre à respecter, et donc c'est là que se joue la programmation sur les choses à faire. Là par exemple, pour cette mission jaune, le joueur devra être placé sur l'emplacement du temple et donner un jeton bénédiction. Mais nous le verrons plus tard, pour gagner ce jeton bénédiction, il faut se trouver au temple. Et le joueur devra soit réaliser une mission, soit récupérer le bonus du lieu où il se rend.
Donc voilà, il va par exemple pouvoir mettre deux personnages au temple, un premier qui récupérera le jeton bénédiction, le deuxième qui réalisera l'action en donnant le jeton bénédiction. Les joueurs vont donc pouvoir placer leur personnage sur le plateau au fur et à mesure du jeu, en commençant par le premier joueur. Là, c'est le premier joueur bleu, dont nous venons de voir les cartes. Il décide par exemple d'essayer de faire la mission simple pour recevoir un petit peu d'argent. Il décide donc de placer un de ses personnages au marché. On passe donc au tour du joueur suivant, le joueur jaune. Imaginons que le joueur jaune décide de se placer sur la case du quartier de la lanterne, le joueur suivant décide de se placer aussi sur la deuxième case, effectivement il n'y a plus de case disponible, plus personne ne peut se placer sur la case de la lanterne. Voilà pourquoi il faut aussi prévoir un petit peu ce que les autres joueurs vont faire. On passe au joueur rouge qui pourrait par exemple décider de se placer ici, et on repasse au joueur bleu qui va pouvoir placer son deuxième personnage. Il pourrait par exemple décider de le placer sur le quartier des tavernes. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait placé tous ses disciples. Effectivement, quelques-uns auront peut-être plus de disciples que les autres s'ils ont acquis des disciples aux enchères sur le tour d'enchères. Alors une fois cette phase d'enchère effectuée, on va pouvoir passer à la phase 5, qui est la phase de patrouille. Effectivement, ici nous avons une patrouille qui va qui va avancer de quartier en quartier, dans le sens correspondant à sa couleur. Si la patrouille est rouge, elle avance dans ce sens-là, si elle est bleue, elle avancera dans l'autre sens. Donc là, par exemple, on va avancer la patrouille rouge qui va avancer d'un quartier. Et attention, s'il y a des personnages dans ce quartier, eh bien la patrouille va les arrêter, car effectivement, les joueurs sont un petit peu des mafieux, et donc ils peuvent se faire arrêter et renvoyer leurs personnages sur la zone où sont placés les disciples. Il leur faudra donc acquérir à nouveau leurs disciples s'ils se font arrêter par la patrouille, chose que les joueurs ont envie évidemment d'éviter. Pour éviter ceci, eh bien après avoir fait ce déplacement de patrouille, les joueurs vont pouvoir jouer des cartes actions. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, chacun a le droit de jouer une seule carte action pour influencer la patrouille. Alors là, par exemple, ce joueur pourrait décider de jouer cette carte et par ici, car effectivement, il a un pion sur ce quartier, ça ne l'arrange pas du tout que la patrouille soit ici. Il avait prévu le coup et il avait gardé une carte action spéciale. Et par ici, la patrouille impériale retourne sur le quartier où elle a commencé son déplacement. Alors attention, sur ces cartes-là, en fait, il y a inscrit ici le niveau de phase auquel on peut jouer en fait la carte en particulier. Alors sur notre plateau de jeu individuel, il y a résumé le tour de jeu, et donc là par exemple 5B, on voit que c'est à la phase de patrouille, influencer son déplacement, que l'on peut jouer ce type de carte. Donc il décide de jouer cette carte, et de faire donc revenir la patrouille sur le quartier où elle se trouvait avant son déplacement. Ensuite, on passe au joueur jaune qui pourrait lui aussi décider de jouer une carte action comme ceci pour influencer la patrouille, et ainsi de suite. Peut-être que dans le tour de jeu, un autre joueur jouerait une carte qui la ferait à nouveau avancer ici pour embêter les autres joueurs. Mais imaginons que personne ne décide de jouer de nouvelles cartes, car là il y a par exemple deux joueurs que ça arrange bien que la patrouille soit sur un quartier libre. Toutes les cartes actions qui ont été jouées vont être replacées sous le paquet de cartes actions. Alors, si jamais la patrouille termine sur un quartier où il y a des personnes, les joueurs peuvent décider de jouer des cartes pour protéger leurs disciples. Nous avons vu en début de partie que les joueurs ont reçu une carte spéciale et au dos de laquelle il y a un chantage qui peut être joué à ce moment-là. Par exemple, donc un disciple sur le point d'être arrêté évite l'arrestation et reste sur l'emplacement de son quartier. Donc là, par exemple, un joueur peut décider d'utiliser cette carte-là pour garder son personnage sur l'endroit. Par contre, s'il en a deux, il y en a un des deux qui va partir malheureusement dans la réserve de disciples du plateau de jeu. Mais attention aussi pour l'arrestation, il y a une petite règle supplémentaire. Dans la réserve des disciples des joueurs du plateau de jeu, il ne peut y avoir que 2 pions de chaque couleur. Donc là, par exemple, si le pion patrouille s'arrêtait à cet endroit-là, eh bien, le joueur bleu ne pourrait pas perdre son disciple. Au lieu d'être placé dans la réserve, il serait replacé sur le plateau du joueur dont correspond la couleur. Donc voilà, on ne peut pas perdre ces 2 derniers disciples en fait, on doit toujours en avoir 2 à disposition pour choisir des actions.
Une fois les arrestations éventuellement réalisées, eh bien on peut passer à la phase suivante, la phase 6, qui est la phase du commerce. Alors lors de la phase de commerce, c'est un peu une phase de négociation. Effectivement, les joueurs qui se trouvent sur le marché et qui se trouvent dans les auberges vont pouvoir discuter entre eux. Donc là, s'il y avait plusieurs couleurs de pions dans le marché, on commence toujours par le marché, eh bien tous les joueurs qui se trouvent à cet endroit-là ont droit de faire des échanges au niveau des armes. Ils vont pouvoir discuter les uns les autres et regarder ce que les autres ont comme armes et se proposer des échanges. Tiens, je t'échange telle arme contre telle arme, ou bien je t'achète telle arme contre telle arme. On peut effectivement aussi dépenser de l'argent à donner aux autres joueurs pour récupérer des armes en particulier. Par contre, on ne peut pas se donner d'autres cartes particulières que les armes et des monstres. Alors pour reprendre notre exemple, le joueur bleu est tout seul, donc par contre il ne pourra pas faire d'échange d'armes pour ce tour. Par contre sur le quartier des tavernes qu'on regarde en deuxième, le joueur bleu et le joueur jaune peuvent réaliser des échanges, et cette fois-ci, ça peut être sur n'importe quel bonus. Ils vont pouvoir s'échanger des mons, ils vont pouvoir s'échanger des armes, mais ils vont aussi pouvoir s'échanger des cartes bonus, des cartes actions, et pourquoi pas des cartes missions en cours en fait. Et on peut même s'échanger des missions, et on peut aussi s'échanger des geishas. Alors là, c'est pas très moral, mais on a le droit. Par contre, on ne peut pas s'échanger les pions bénédiction. La bénédiction, c'est vraiment très personnel. Et on ne peut pas non plus s'échanger des missions réussies. Par contre, les missions en cours, c'est toujours possible. Voilà, seul petit problème, les joueurs ne peuvent pas se montrer les cartes. Donc si on fait des échanges de cartes bonus, cartes action ou cartes mission en cours, eh bien on ne pourra pas les montrer et on ne pourra pas dire ce qui est dessus. On peut juste dire aux joueurs, eh bien ça va t'intéresser beaucoup, est-ce que tu veux bien échanger une carte bonus contre une carte action Mais voilà, on ne peut réaliser que l'échange et vérifier ensuite si l'autre joueur a été méchant avec nous ou pas. Une fois cette phase de commerce effectuée, eh bien on va pouvoir passer à la phase 7 qui est la phase d'action. Dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur, chacun va pouvoir choisir un de ses disciples dans un quartier et réaliser une des actions disponibles dans ce quartier. Ensuite, il va récupérer son pion, on passera au tour du joueur suivant qui va lui aussi retirer un pion, réaliser l'action correspondante, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait retiré tous les personnages se trouvant sur les quartiers. Alors, quelles sont les actions que l'on peut réaliser sur les quartiers? Eh bien, tout d'abord, on peut toujours réaliser une mission si on répond aux conditions de cette mission. Donc là, par exemple, toujours avec notre joueur bleu, qui voulait essayer de découvrir quelles sont les armes les plus appréciées du marché, la seule condition pour réussir la mission standard, c'est d'avoir un personnage sur le marché. S'il le souhaite, il peut donc récupérer ce personnage, montrer à tout le monde sa mission, indiquer qu'il a réussi la première phase, et donc recevoir le bonus qui est ici de 5 mons de la banque qu'il pourra ajouter à sa réserve. Par contre, il ne fait pas en fait la condition bonus, car il n'a pas en fait l'annexe correspondante et il ne gagne pas ses bonus. Une fois la mission réalisée, elle sera placée face cachée à droite de son plateau de jeu sur les missions accomplies. Par contre, son personnage n'aura pas pu faire l'action spécifique du quartier, il aura réalisé sa mission et on ne peut pas faire deux choses à la fois avec un seul pion. Alors, voyons maintenant les actions spécifiques que l'on peut réaliser sur les différents quartiers. Si on s'est placé sur le quartier du marché, un joueur peut utiliser son pion pour acquérir une des armes qui se trouve au marché. Évidemment, on est là pour ça. Il y a tout simplement marqué dessous combien de mons il faudra dépenser pour pouvoir acquérir l'arme en question. Donc là, si je veux acheter celle-ci, ça coûte 6. Par contre, si je veux acheter une sarbacane, ça va coûter 8. Donc le joueur pourrait décider de payer à la banque pour récupérer cette arme, et on va laisser pour le moment l'endroit vide s'il décide d'acquérir une telle arme. Alors attention pour le marché, si vous possédez la salle d'entraînement rouge en annexe sur votre plateau de jeu, eh bien vous aurez le droit d'acquérir pour -3 l'arme de votre choix lorsque vous vous rendez au marché. Il faut quand même vous rendre au marché, mais par contre vous aurez une réduction de 3 à chaque fois que vous achèterez une arme à cet endroit-là. Deuxième possibilité, si vous êtes sur cet emplacement, au lieu d'acquérir une arme, vous pourrez décider de vendre une carte bonus violette ou de vendre une carte action orange qui ne vous servent pas évidemment, et si vous vendez une carte, eh bien ça vous rapportera 2 mons de la banque.
Alors attention, chaque personnage ne vous permet d'acquérir qu'une seule arme ou de vendre qu'une seule carte. On ne peut pas réaliser plusieurs choses à la fois, il faudra placer plusieurs personnages sur le même quartier pour pouvoir réaliser plusieurs fois l'action si on le veut. Deuxième endroit du plateau de jeu, le temple. Si vous vous rendez au temple, vous pouvez tout simplement recevoir gratuitement un jeton bénédiction. Attention, les joueurs ne peuvent pas avoir plus d'un jeton bénédiction sur leur plateau de jeu individuel, donc ce n'est pas la peine de faire 2 fois cette action. Deuxième possibilité, réaliser une action de voyance, soit sur les cartes d'événements, soit sur les cartes de mission. En réalisant cette action de voyance au temple, vous pourrez récupérer les 3 cartes du dessus d'un des paquets, alors soit du paquet en fait d'événements, soit un des paquets missions, consulter ces cartes et les replacer dans l'ordre que vous souhaitez sur le dessus du paquet. Donc vous saurez par exemple les 3 prochains événements à arriver si vous choisissez de le faire sur les événements, et vous saurez les 3 prochaines missions d'une couleur, bien sûr vous ne pouvez choisir qu'une seule couleur si vous choisissez de le faire sur les cartes missions, qui vont bientôt arriver, et ça peut vous prévoir en fait ce que vous allez récupérer sur les tours suivants. Ensuite, il y a le quartier du château du Shogun. Alors là, c'est un petit peu spécial, car ça va dépendre de l'endroit où vous êtes placé lors de la phase de programmation que vous allez pouvoir réaliser une action spécifique à cet endroit. Donc là, il faut décider à l'avance, en fait. Donc si vous êtes placé à cet endroit-là, vous pourrez avoir une audience avec le Shogun et marquer tout simplement un point de prestige sur le pourtour du plateau de jeu. Si vous avez choisi une de ces 2 cases, le Shogun vous donne une nouvelle mission, et donc vous allez pouvoir choisir une carte sur le dessus d'un des paquets, enfin vous ne la choisissez pas, vous piochez face cachée, une carte sur le dessus d'un des paquets de missions de votre choix. Voilà pourquoi, par exemple, avec le temple, ça peut être sympa d'abord d'aller vérifier les 3 premières cartes du dessus d'un paquet et de les mettre dans l'ordre que vous voulez, et ensuite de faire une action ici pour récupérer la carte que vous avez sélectionnée. Troisième possibilité, si vous êtes placé ici en bas, eh bien vous allez tout simplement changer l'ordre de tour à votre avantage. Donc là, si le joueur rouge s'est placé ici et décide d'utiliser l'action spécifique, eh bien il pourra réorganiser l'ordre de tour en prenant son pion et en décalant tous les autres pions pour se placer en première position ou à n'importe quelle autre position de son choix. Il pourrait décider de se placer en deuxième s'il le souhaite, même si c'est pas forcément très intéressant, et qu'être premier joueur c'est quand même plus sympa. Mais attention, sous cet endroit-là, il y a des chiffres de marqués. Si un autre joueur s'était placé lors de la phase de programmation à cet endroit-là, et que c'est le joueur rouge qui réalise l'action du changement de tour, eh bien, il se placera en première position, enfin, il choisira sa position en premier, et le joueur vert aura le droit aussi de choisir sa position en deuxième, mais il ne pourra au maximum se placer qu'à la 2e place derrière le joueur rouge. Et on fera de même s'il y a un pion placé sur la 3e position. Attention, ça serait la même chose si c'est le joueur vert qui décidait de faire l'action. À ce moment-là, ce serait quand même le joueur rouge qui se placera en premier sur la piste de score, avant que lui se place aussi sur la piste de score, et que les autres pions dans l'ordre du tour se placent sur les cases restantes. Attention, à la fin de ce changement de tour, tous les pions seront replacés sur la feuille de leur propriétaire. Et donc, le joueur ne pourra pas, le joueur vert par exemple, si c'est pas lui qui a choisi l'action, que c'est le joueur rouge qui a choisi de faire l'action, il sera quand même obligé de récupérer son personnage, et donc ne pourra pas faire l'action spécifique sur cet endroit-là, et ne pourra pas non plus réaliser de mission. Donc il faut faire très attention quand on se place sur ces tuiles-là. Si on doit réaliser une mission à cet endroit-là, on a plutôt intérêt à se placer sur une autre case pour éviter ce genre de désagrément. Changement de quartier avec le quartier des portes. Si un joueur se place ici, il pourra acquérir des disciples dans la réserve de disciples pour la modique somme de 7 mônes. Ça coûte quand même assez cher. Il pourra, à la place de réaliser cette action, décider de vendre des points de prestige. On peut effectivement vendre un point de prestige pour recevoir 3 mônes, ou 2 points de prestige pour recevoir 5 mônes. Toujours pareil, on ne peut réaliser qu'une seule des actions disponibles. Troisième possibilité, le joueur peut réaliser une action de voyance, mais cette fois-ci sur les cartes d'action. Il va pouvoir regarder les 3 cartes d'action du dessus du paquet et les placer dans l'ordre qu'il veut sur le dessus du paquet d'action.
Sur le quartier des tavernes, outre le fait que les joueurs pourront discuter entre eux et s'échanger en fait n'importe quel type de bonus lors de la phase de commerce, ils pourront ensuite réaliser l'action soit de faire une action de voyance sur les armes, donc piocher les 3 premières tuiles de la pioche des armes et de les replacer dans l'ordre qu'ils veulent, ou bien d'acquérir en fait n'importe laquelle des extensions pour 11 mon. Ça coûte quand même assez cher. Sur le quartier du port, les joueurs pourront faire du commerce avec les étrangers venus d'Europe. Vous pourrez donc acquérir cette fois-ci du prestige. En achetant pour 4 mon, vous pourrez acheter un prestige. Pour 9 mon, acheter 3 prestiges. Bien sûr, c'est toujours pas cumulable. Il faut choisir l'une de ces actions si on le souhaite. On peut aussi faire une action, toujours pareil, de voyance, mais cette fois-ci sur les cartes bonus. Regardez les 3 premières, les mettre dans l'ordre que l'on veut. Ou bien se rendre à l'église pour se faire convertir et récupérer en fait tout l'argent qui s'y trouve. Je vous rappelle qu'en début de partie, on avait placé 3 mon à cet endroit-là. Enfin, nous avons le quartier chaud à la lanterne rouge. Vous pourrez y acquérir une geisha qui va vous coûter 8 mon, mais aussi 2 points de prestige. Il vous faudra reculer sur la piste de score du pourtour du plateau de jeu. Et vous pourrez aussi y acquérir des cartes d'action pour 4 mon. Alors attention, n'oubliez pas que chaque pion peut faire soit une des actions disponibles, soit réaliser une mission, mais ne pourra pas faire les deux à la fois. Il faut donc bien prévoir ce que l'on fait à l'avance. Reprenons notre exemple, toujours avec le joueur bleu qui essaye de découvrir les armes les plus appréciées du marché. Il voit qu'en bonus, il a besoin en fait d'une extension pour pouvoir gagner des points supplémentaires s'il se rend ensuite au marché. Donc avec ces 2 pions, il les a placés intelligemment lors de la phase de programmation, pour, lors du premier tour, récupérer son personnage ici et faire cette action-ci qui lui permet de dépenser 11 mon. Il les avait gardés exprès pour pouvoir acquérir l'extension de son choix, et donc il achète le Kobudo Ryu qu'il va placer sur sa tuile, sur sa case. Et ensuite, il va pouvoir réaliser l'action ici correspondant à l'endroit spécifique. Alors, il est obligé d'attendre un tour complet, puisque chaque joueur pioche ses pions au fur et à mesure sur plusieurs tours de jeu. Quand tout le monde aura rechoisi un de ses pions, que ce sera à nouveau à lui de jouer, il pourra décider de récupérer son personnage au marché pour dire « c'est bon, j'ai réussi à faire ma mission d'espionnage, c'est marqué dessus, et révéler à tout le monde que j'ai bien réussi tout d'abord à faire la mission standard, j'ai placé un pion sur le quartier du marché des armes, je reçois donc 5 de la banque, qui me sont versés tout de suite, et ensuite, en bonus, je viens d'acquérir en fait cette extension-là sur ma feuille, qui me permet donc, en plus de recevoir un point de prestige, une carte action, et 3 pièces supplémentaires, donc au total j'ai gagné beaucoup plus. Alors évidemment, on ne peut pas réaliser l'action bonus si on ne réalise pas l'action standard. D'abord il faut vérifier l'action standard avant de pouvoir éventuellement gagner l'action bonus. Une fois ceci fait, je place ma carte face cachée sur les missions réussies à droite de mon paquet de cartes. Le tour de jeu est donc terminé, on peut passer au tour suivant. Alors on commence par la phase de préparation que l'on n'avait pas fait lors du premier tour. Elle consiste en avancer en fait le pion de marqueur de tour qui se terminera au 11e et dernier tour, donc on l'avance d'une case. Ensuite, on place des sous à l'église. Alors si l'église a été vidée par un joueur et qu'elle est vide, lors de cette phase de préparation, on va tout simplement remettre 3 pièces dessus. Si par contre il y a déjà 3 pièces dessus et qu'on est à nouveau en phase de préparation, eh bien on rajoutera une pièce dessus, donc l'église va augmenter en fait en valeur si des joueurs ne la sélectionnent pas. Enfin, tous les joueurs qui ont un dojo de construit vont gagner une pièce supplémentaire lors de cette phase de préparation qu'ils pourront ajouter à leur réserve. Et ensuite, on pourra continuer le tour avec la phase d'enchère. Bien sûr, on replacera, avant de commencer la phase d'enchère, les jetons à côté de leurs jetons d'ordre de tour. Donc on récupère tout ça et on les replace pareil que le nouvel ordre de tour qui a peut-être été effectué. Et dans l'ordre du tour, on recommence les enchères, mais peut-être que c'est un nouvel ordre de tour, donc il faudra bien se référer aux jetons qui ont été placés en haut à gauche pour ne pas se tromper, car on ne joue peut-être plus dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc, phase d'enchère, chacun va sélectionner une action qu'il va payer aux enchères. Ensuite, phase d'événement, je vous rappelle, on tire un nouvel événement, bam, qui se fait pour tout le monde. Ensuite, la phase de programmation, où dans l'ordre du tour, chaque joueur va se disposer sur le plateau de jeu. La phase de patrouille, où la patrouille avancera d'une case, et les joueurs en pourront ensuite jouer une carte action chacun dans l'ordre du tour pour voir s'ils changent la patrouille de place ou jouent des effets spéciaux de cartes bonus. Ensuite, les arrestations, qui auront lieu avec les joueurs qui se font envoyer là-bas, sauf s'ils ont déjà leurs 2 pions dans la réserve, ils ne peuvent pas en avoir plus de 2. La phase de commerce où les joueurs qui seront au marché pourront échanger des armes, les joueurs qui seront sur les tavernes pourront échanger ce qu'ils veulent. Et enfin, la phase d'action où, à tour de rôle, les joueurs vont récupérer leurs pions pour réaliser les missions et réaliser les différentes actions spécifiques du plateau de jeu. Alors attention, lors de la phase de programmation, lorsqu'on place ces petits pions sur le plateau, une fois qu'on aura construit quelques annexes, les joueurs pourront aussi décider de placer les pions sur les annexes. Effectivement, si j'ai construit un yashiki par exemple, je pourrais décider de placer un pion à cet endroit-là pour que lors de la phase de résolution des actions, je puisse réaliser l'action spécifique. S'il est activé, en fait, au moment où je le récupérais, je pourrais défausser une mission en cours pour piocher une nouvelle mission à la place de la couleur de mon choix. On peut aussi placer un personnage sur le jardin. Si on le place sur le jardin, lorsqu'il est activé, en fait, on peut faire une voyance de son choix, c'est-à-dire regarder les 3 premières cartes de n'importe lequel des paquets. Donc c'est une voyance personnelle, c'est intéressant. Avec un dojo, les joueurs pourront défausser une arme pour piocher une nouvelle arme sur le dessus du paquet armes. Et enfin, avec la salle d'entraînement, les joueurs pourront défausser une carte d'action, donc les cartes orange, pour piocher une nouvelle carte action à la place. Alors, reparlons un peu des missions. Alors évidemment, les missions vertes sont les plus simples à réaliser. Souvent, il vous suffira d'être à un seul endroit pour pouvoir tout de suite commencer à toucher une petite récompense. Mais en général, peu de points de victoire, sauf certaines d'entre elles où il vous faudra quand même une arme spécifique pour pouvoir réaliser l'action, enfin la mission. Alors attention, à chaque fois qu'on vous demande des armes ou des lieux, les lieux, il faudra bien sûr avoir un pion dessus, mais par contre, les armes, vous ne les défausserez pas et vous les garderez devant vous, donc elles pourront vous servir à réaliser plusieurs actions. C'est uniquement quand il y a une petite flèche comme ceci qu'il faudra défausser le jeton correspondant. Là, par exemple, défausser un jeton de bénédiction qu'on remettra bien sûr sur le temple. Alors ensuite, les missions jaunes sont évidemment un peu plus complexes, en général demandent un peu plus d'argent ou un peu plus de moyens, comme ceci par exemple, là il faut un lieu spécifique, avoir une geisha au moins sur son endroit, avoir des armes, alors c'est pareil, les geishas ne sont pas défaussés, ça vous permet déjà de gagner des points de victoire et plus de choses. Les missions rouges sont évidemment de plus en plus complexes, là par exemple il faudra carrément avoir 2 disciples, un sur 2 endroits, enfin là c'est le même endroit, mais par contre il faudra 2 disciples dessus. Quand vous activerez un des disciples, il faudra que le deuxième soit à ce moment-là placé aussi sur le deuxième endroit pour réaliser la mission en particulier, là donner des sous et avoir les armes spécifiques. Donc c'est un peu plus complexe à réaliser. Et enfin, évidemment, les missions noires sont les plus complexes du jeu. Là, elles demandent par exemple d'avoir un personnage à cet endroit-là, un autre à cet endroit-là, et tout ça. Alors quand vous réalisez l'action et qu'il y a besoin de 2 personnages, on défausse le premier pour réaliser l'action, enfin pour réaliser la mission, pardon, mais le deuxième personnage, vous pourrez l'utiliser au tour d'après pour réaliser une action spécifique de l'endroit où il se trouve. On ne défausse pas les 2 personnages à ce moment-là. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à gagner avec les cartes noires, mais on arrive à faire qu'à peu près à la moitié de la partie, car elles sont quand même complexes à réaliser, il faut déjà avoir beaucoup de choses sur son clan. Et la partie va ainsi se poursuivre en avançant de tour en tour jusqu'à ce qu'on arrive au 11e tour. Si vous jouez en mode facile, au 11e tour c'est indiqué sur le plateau de jeu, on retirera les patrouilles. Il n'y aura pas de patrouille pour ce dernier tour. Par contre,
Si jamais vous jouez en mode normal, vous laisserez la patrouille en jeu, et il y a une deuxième possibilité de terminer la partie si au cours du jeu, un joueur parvient à assassiner le shogun. C'est une carte mission particulière qui vous demande de le faire, et qui est très difficile à réaliser, car effectivement il va falloir déjà avoir beaucoup de monde, il faudra utiliser ces 4 pions, donc les avoir déjà préalablement acquis, et réunir tout un tas de conditions pour terminer la partie. C'est marqué sur la carte elle-même que ça termine la partie. Lorsque la partie prend fin, on va procéder à un décompte final. Effectivement, les joueurs ont déjà avancé sur le pourtour du plateau de jeu en fonction des missions qu'ils ont réussies, mais ensuite ils ont quand même un petit bonus. On va regarder justement les cartes bonus, et bien ces cartes-là vont permettre de marquer des points de victoire supplémentaires. Là, par exemple, si vous avez accompli le plus de missions, donc on va regarder le nombre de missions que chaque joueur a effectuées, vous gagnerez 5 points de victoire supplémentaires, de prestige supplémentaire sur le pourtour du plateau de jeu en fin de partie. Si vous ne le faites en cours de partie, ça ne compte pas, on garde ces cartes face cachée jusqu'à la fin du jeu. Là, par exemple, 4, si on a accompli le plus de missions militaires. On va regarder sur le pourtour des cartes, en fait, il y a marqué ici à chaque fois, si c'est de l'espionnage, si c'est militaire, ou si ça correspond à autre chose. Et donc, c'est des points supplémentaires que l'on va obtenir. Si un autre joueur a réalisé aussi la même action, donc là, par exemple, si j'ai le plus de missions militaires, mais qu'un autre joueur a aussi autant de missions militaires que moi, eh bien je ne marquerai que 2 points. Alors attention, ces points ne sont valables que pour moi, et pas pour mon adversaire qui aurait éventuellement réussi, lui aussi, à faire ceci. Voilà, et donc c'est la même chose à chaque fois qu'il y a un chiffre entre parenthèses, c'est si je suis à égalité avec le premier joueur. Une fois qu'on a compté ces cartes bonus, eh bien on va peut-être éventuellement compter la carte chantage, si les joueurs ne l'ont pas utilisée en cours de partie, je vous rappelle qu'elle permet de sauver en fait un disciple et empêcher son arrestation, eh bien elle nous rapportera 2 points de victoire supplémentaires en fin de partie. Évidemment, c'est le joueur qui est à ce moment-là le plus avancé sur la piste de score qui l'emporte. Dans le cas rare où il y aurait une égalité en tête, eh bien c'est le joueur qui est le plus avancé sur la piste d'ordre de tour qui l'emportera. Donc là, par exemple, entre bleu et rouge, ce serait rouge qui gagnerait. Voilà donc pour Yedo, un excellent jeu de programmation, de tactique et de placement. Effectivement, il va falloir anticiper sur les tours des autres joueurs, tenter de réaliser des missions au plus court, en fait, en tentant de placer des pions à différents endroits du plateau, mais en n'étant jamais sûr que les autres joueurs ne vont pas nous prendre les cases juste devant. Et puis la variété des missions fait qu'on essaye aussi de deviner un peu ce que font les autres pour tenter de les embêter. Il y a aussi des phases de négociation sympathiques pour s'échanger des armes, etc. Donc voilà, sur un thème assez original de missions secrètes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.